Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi, tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Antoine Varin. Pierre-Antoine est conseiller en investissement éthique au CEDRE et vu son poste, sans surprise, il va nous parler maintenant de finances éthiques. Bonjour Pierre-Antoine Varin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Pierre-Antoine Varin et je suis le gérant d'un cabinet de conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine qui s'appelle le CEDRE Finance Éthique. Et à titre personnel, je suis marié et papa de 3 enfants. Pierre-Antoine Varin, à quel moment de votre vie vous êtes-vous intéressé à la finance éthique ? Et pourquoi ? Après plusieurs années d'expérience dans le secteur de la finance, j'ai vécu les événements de 2008, la crise des subprimes. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que mon travail au quotidien avait contribué à la fragilisation du système et je me suis beaucoup remis en cause. Donc, j'ai quitté le domaine de la finance dans lequel j'exerçais jusque-là et j'ai changé d'orientation. En 2008, j'ai rejoint une structure qui s'appelle le CEDRE. Pour elle, et à leur demande, j'ai rempilé du côté de la finance et nous avons créé ce cabinet dédié au placement financier éthique. Pouvez-vous définir ce qu'on appelle communément la finance ? La finance, c'est la gestion d'une transaction entre des personnes qui ont besoin d'argent pour financer un projet et des personnes qui ont cet argent et qui cherchent quoi en faire. La finance va cristalliser des intentions dans la création d'un projet. Et ce projet, il a un impact. C'est la construction d'un bâtiment, c'est la déforestation, c'est la création d'une entreprise qui emploie les personnes les plus fragiles. Donc ces projets qui ont plus ou moins d'impact sur leur environnement social et leur environnement naturel, ils peuvent faire l'objet de plus ou moins d'intentions de la part des financeurs. Toutes les finances éthiques ne se ressemblent pas, ça va dépendre du référentiel qu'on va ériger en référentiel éthique. Alors, même question pour la finance éthique. Quelle définition pourriez-vous en donner ? La finance éthique, c'est d'abord décider ce que l'on va financer en termes de secteur d'activité, en termes de projet. Mais la finance éthique, c'est aussi comment on va le financer et toutes les pratiques autour de ce financement. Par exemple, la question de l'engagement actionnarial qui vise à exprimer un vote en assemblée générale lorsqu'on est actionnaire. Eh bien, c'est une pratique éthique qui peut avoir lieu dans toutes les entreprises cotées du marché. Les pratiques éthiques, elles s'organisent autour également de la sélection de projets qui vont autour de 3 grands critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, avoir une forme de cohérence réelle, qui sont d'abord une cohérence autour des pratiques dites extra-financières, donc qui ne touchent pas directement l'argent, mais c'est la manière dont on fait les choses. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Et ensuite, ces pratiques extra-financières vont impacter l'entreprise dans sa valeur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la distinction qu'il y a entre finance éthique, finance solidaire, finance durable ou responsable ? Finance éthique, finance responsable, finance à impact, finance durable, finance solidaire. Il y a énormément de termes qu'on doit pouvoir rassembler sous un seul qui est la finance éthique. Donc ça, c'est un terme chapeau, la finance éthique. Ensuite, effectivement, il y a différentes manières de mettre en œuvre cette éthique et là, on peut les distinguer. La première que je vais distinguer, par exemple, c'est la finance dite solidaire. La finance solidaire, elle vise à financer des entreprises dites entreprises solidaires qui correspondent à la loi Hamon de juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire. C'est les apprentis d'Auteuil, c'est l'entreprise Le Relais qui collecte le textile dans les carrefours. Donc là, on est sur des entreprises qui ont une vocation à aider les plus fragiles d'entre nous. Attention, la finance solidaire, ça ne veut pas dire faire un don. La finance solidaire, ça veut dire prêter, financer. Et donc, de manière très logique et très éthique, il y a un retour sur investissement à financer une entreprise solidaire. Ça peut être rentable. Un autre terme qu'on voit
très souvent, c'est l'investissement socialement responsable, l'ISR. Donc l'ISR, il vise dans un secteur donné à sélectionner les entreprises qui ont les meilleures pratiques sur le plan environnemental, sur le plan social et sociétal et sur le plan de leur gouvernance. C'est bien que la gouvernance, c'est le point de départ de toutes les bonnes pratiques dans l'entreprise. Donc l'ISR vise dans un secteur donné à retenir les meilleurs élèves, les meilleures entreprises. Évidemment, il n'y en a aucune qui est parfaite. Mais à partir du moment où vous, en tant que financier, vous dites que vous sélectionnez les meilleurs, eh bien, les entreprises qui veulent se faire financer, elles ont intérêt à être les meilleures, puisque leur financement sera donc plus facile. L'ISR peut également être en lien avec ce qu'on appelle les pratiques d'exclusion. Là, il s'agit simplement d'exclure les secteurs d'activité dits controversés. Donc, en général, les activités qui tirent leur business d'une forme d'addiction, comme le tabac, l'alcool, la pornographie, les jeux de hasard. Ça, c'est les secteurs les plus connus dans les secteurs les plus controversés, mais on peut également renforcer ces secteurs et étudier davantage ces secteurs. On peut parler d'énergie fossile, on peut parler également d'armement, on peut parler dans l'ISR de l'exclusion normative. Tout simplement, ce sont les entreprises qui ne respectent pas les normes ou pas correctement les normes environnementales, les normes réglementaires. Donc là, il est tout à fait aussi logique de les exclure de la finance éthique lorsque son référentiel éthique le demande, bien sûr. Il y a un mot qu'on entend souvent, c'est la finance à impact. Donc on va dire que la finance à impact, c'est aussi un mot chapeau mal défini qui devrait l'être davantage dans les prochaines années et qui va inciter spécifiquement l'investisseur à aller vers un projet très positif sur le plan environnemental ou très positif sur le plan sociétal. À qui s'adresse la finance éthique? Est-ce que tout le monde peut s'y adonner? Chacun devrait évidemment faire attention à la manière dont il investit son argent parce que ça a un impact direct sur son environnement familial, son environnement de travail, son environnement naturel, son environnement social. Également, on l'a bien vu dans les Gilets jaunes que la question sociale pouvait être très déstabilisante pour toute une économie et remettre en péril le contrat social entier d'un pays. Il faut savoir que 25% des investissements dans le monde, soit 38 000 milliards aujourd'hui, sont investis dans l'ISR, dans l'investissement socialement responsable. Ça veut dire que beaucoup d'investisseurs ont fait le choix de cette pratique. Donc c'est très positif. Et ça touche tout le monde, aussi bien les institutionnels, donc les assureurs, les banques, les sociétés de gestion, que les entreprises publiques qui ont également des fonds à gérer, que les associations, que les entreprises privées, mais aussi les particuliers. D'ailleurs, les particuliers sont à la traîne sur ce sujet. En France, on a le sondage IFOP de 2024 qui a montré que seulement 18% des Français connaissaient l'investissement socialement responsable. Donc, on est inférieur aux 25% de la masse investie dans le monde. Et pourtant, les particuliers sont les premiers touchés par les impacts de l'investissement socialement responsable, sont les premiers à pouvoir également entraîner l'économie vers l'ISR. Un individu, il émet 27 tonnes équivalent carbone par son épargne, que ce soit par les effets directs de son épargne, les ordinateurs, les banques, etc., mais aussi les effets indirects, justement, ce sur quoi il est placé. 27 tonnes, c'est énorme. Son alimentation doit avoir un impact de 2 ou 3 tonnes. Faire un placement éthique avec une préoccupation sur l'environnement, vous allez réduire votre moyenne de 27 tonnes à 4 ou 5 peut-être. Donc, c'est la première chose qu'on peut faire. Quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui veulent se mettre concrètement à la finance éthique? Par quoi peut-on commencer? Comment peut faire un particulier quand il est démuni pour faire les premiers pas dans la finance éthique de manière simple et puis ensuite approfondir un peu? D'abord, regardez ce qu'on appelle le SFDR de son investissement. Tous les placements financiers depuis 3 ans doivent communiquer sur leur SFDR. Leur SFDR, il peut être de niveau 6, de niveau 8 ou de niveau 9. Lorsque vous êtes sur un placement financier qui est SFDR 6, le placement financier n'a aucune prétention éthique. Lorsque vous êtes sur un placement financier qui est SFDR 8, ce placement financier prétend intégrer dans sa gestion des critères extra-financiers.
Et lorsque vous êtes SFDR 9, à ce moment-là, c'est un placement financier qui a une prétention éthique, et qui a un engagement éthique et qui démontre également son impact. Donc, je recommande évidemment de discerner ce que vous voulez choisir. Et évidemment, quand on investit, il faut savoir diversifier correctement ses placements. Donc ça, le SFDR, c'est un premier niveau de prise en compte que tout le monde devrait faire à minima. Ensuite, vous avez un certain nombre de labels qui existent. Attention, les labels sont des référentiels qui sont plus ou moins exigeants. Alors ça s'améliore en ce moment. C'était pas la panacée ce qu'on avait jusqu'à il y a 1 ou 2 ans. Ça s'est beaucoup amélioré justement parce que les labels ont perdu beaucoup de crédibilité parce qu'ils étaient beaucoup trop lâches dans leur niveau d'exigence. Ils se sont beaucoup recentrés aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits financiers qui perdent leur label en ce moment. Il faut les regarder. Les labels Gripfin, le label ISR, le label LuxFlag au Luxembourg. Il y en a un certain nombre qui sont intéressants à observer. Il ne faut pas oublier que pour être labellisé, il faut payer. Il faut payer un audit qui va dire vous avez le droit d'être labellisé. Donc, ça peut devenir assez cher. Moi, je recommanderais, une fois qu'on approfondit le sujet, de travailler avec les sociétés de gestion d'actifs qui sont entreprises à mission. Parce qu'elles ont inscrit dans leur statut une mission sociale, environnementale, bénéfique pour le futur. Et l'intégralité de leur placement doit suivre et doit concourir à cette mission et cette raison d'être. Donc, regardez les entreprises à mission. Et ensuite, effectivement, vous pouvez toujours consulter un conseiller en gestion de patrimoine parce que les questions ensuite de gestion de risque, de rendement, de diversification, eh bien, sont les mêmes que sur tous les produits financiers. Y a-t-il des actions qui ont particulièrement d'impact? Les actions qui ont plus d'impact, c'est de se préoccuper d'abord de sa finance court terme. Donc, votre livret, le livret A, c'est une forme de financement éthique. Ensuite, travailler sur son assurance vie et ensuite travailler sur son PEA. Au sein de ces 3 enveloppes, vous avez la possibilité de choisir ce qu'on appelle des supports, qui sont des unités de compte ou des supports d'investissement, des titres d'entreprise. Donc là, vous pouvez les sélectionner. Je vous recommande de commencer par ça. Tout simplement, jeter un petit coup d'œil, trouver ce qu'on appelle le code ISIN de votre placement. Donc le code ISIN, c'est une suite de lettres et de chiffres. Et en tapant ce code ISIN sur Internet, vous allez trouver un certain nombre de caractéristiques qui vont décrire ce placement financier. Donc ma recommandation, c'est de trouver les codes ISIN de vos placements et de regarder le niveau de SFDR, la labellisation et ensuite la société de gestion si c'est une entreprise à mission. Au fond, quel est le rôle du banquier dans ce cadre? Peut-il aider à franchir le pas de la finance éthique? Votre banquier, il vous distribue une enveloppe, un contenant dans lequel vous pouvez choisir ce que vous mettez. Et c'est pas votre banquier qui va choisir, en fonction de votre éthique, ce que vous voulez mettre dedans. Très souvent, il ne choisit pas. Vous êtes ce qu'on appelle en gestion libre. Donc, soit votre banquier est capable de vous conseiller sur les supports et les unités de compte que vous avez dans vos placements, soit vous faites appel à un conseiller en investissement financier dont le métier est de vous choisir correctement les contenants, mais aussi de vous proposer en fonction de vos objectifs des contenus, donc de choisir les bons codes ISIN. Ça, c'est vraiment sa spécialité. Pourriez-vous nous donner des illustrations de l'impact de la finance éthique? Un des plus bels exemples qu'on ait eu de l'impact de l'ISR dans le monde et qui a donné naissance en fait à tout le mouvement ISR, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud dans les années 70 avec la chute de l'apartheid. Les investisseurs, pour la plupart américains, avaient des actions d'entreprises qui étaient implantées aux États-Unis bien sûr, mais aussi implantées en Afrique du Sud. Et ce sont ces investisseurs, dans une démarche sociale et sociétale, à travers leur engagement actionnarial, donc par le vote et par l'exclusion, qui ont aboli la ségrégation au sein des usines aux États-Unis, mais également en Afrique du Sud. Et notamment l'usine Ford, ce qui s'est passé dans l'usine Ford dans les années 70, a été un élément déclencheur pour toutes les usines autour de cette usine Ford en Afrique du Sud qui se sont mises en grève générale et qui ont fait basculer vers la suppression de la ségrégation et de l'apartheid. Donc, régime politique qui existait depuis 1948 et qui a chuté dans les années 70. L'impact a réellement été provoqué par les investisseurs dans un esprit d'investissement socialement responsable. Et ça, c'est une pratique qui est conservée aujourd'hui avec des réseaux d'investisseurs responsables et de dépôts de résolution à travers le monde, à travers plusieurs organismes et syndicats. Un autre élément à prendre en compte, ce sont les initiatives début des années 80 de Sir Nicole Ray,
de la congrégation Notre-Dame qui, pour la première fois, a voulu lister des critères d'investissement extra-financiers. Elle avait listé 20 critères selon lesquels on pouvait, sur le plan éthique, investir dans une entreprise. Et ça a déclenché le mouvement ISR moderne qu'on connaît, ça s'est passé au début des années 80, et aujourd'hui, c'est 38 000 milliards d'investissements ISR qui existent. C'est 25% d'investissements ISR dans le monde, et ça veut dire que ça pèse réellement sur les intentions et les pratiques des entreprises. Parmi les 20 critères, des critères environnementaux, donc par exemple, quel est le taux de recyclabilité du produit qui sort de l'usine? Est-ce qu'il est entièrement recyclable ou non? Autre exemple, sur le plan social, quelle est la proportion de femmes au poste de management, par exemple? L'épanouissement des femmes dans l'entreprise, c'est un critère social qui est souvent observé et qui doit pouvoir se matérialiser par l'accession à des postes de management des femmes au sein de cette entreprise. Un autre indicateur social, c'est le taux d'accident du travail. Est-ce qu'il est inférieur à la moyenne du secteur, supérieur à la moyenne du secteur ou non? Ça en dit long sur la capacité de l'entreprise à prendre en compte le bien-être de ses salariés et leurs conditions de travail. Sur le plan de la gouvernance, par exemple, on peut parler de la rémunération des dirigeants. Cette rémunération, en fonction de quoi est-elle votée, décidée? Est-ce qu'elle est multiple? Est-ce qu'elle est directement en phase avec les intérêts des actionnaires, mais aussi les intérêts minoritaires et les intérêts des parties prenantes de l'entreprise? Donc, ce qu'on appelle le say on pay est un élément qui en dit long, sur l'état d'esprit d'une gouvernance. L'affaire Carlos Ghosn est assez explicite en la matière. Est-ce que vous voyez des limites à la finance éthique? Les limites de la finance éthique, c'est l'impression qu'elle donne de ne pas être suffisamment rentable à court terme. En ce moment, il n'y en a que pour l'armement et beaucoup les énergies fossiles. Or, on sait très bien que là, on est sur un cycle court et que sur un moyen long terme, les questions environnementales vont peser de manière beaucoup plus significative. Mais il faut aussi qu'il y ait les premiers entrants, qu'on appelle les investisseurs contrariants, les premiers qui vont y aller et qui vont ensuite permettre à tout le reste d'y aller par effet d'entraînement. Donc la limite aujourd'hui de la finance éthique, elle est dans les discours et le regard qu'on peut porter sur elle, et souvent à tort, parfois un manque de rendement alors que c'est faux. Et évidemment, il y a des sirènes bien plus attrayantes par ailleurs, quand on va parler d'armement, de fabrication d'armes, de bombes à fragmentation, etc. Quel futur imaginez-vous pour la finance éthique? Le futur de la finance éthique, il peut être que florissant. Il peut être que florissant parce qu'on est dans l'obligation d'y aller. La question, c'est est-ce que vous allez y aller parmi les premiers ou est-ce que vous allez suivre le mouvement? Si on y va maintenant, on va provoquer un impact maintenant, on a toutes les chances de réussir maintenant et d'obtenir les meilleurs rendements sur le plan financier. N'oublions pas. Pierre-Antoine Varin, avez-vous un dernier message pour les personnes qui écoutent ce podcast? Comme les investisseurs dans les années 70 qui ont fait chuter l'apartheid en Afrique du Sud, comme Sir Nicol Ray au début des années 80, qui a créé l'ISR moderne, et aujourd'hui c'est 25% des placements dans le monde. Allez-y et soyez dans l'espérance, parce que la finance éthique, ça marche et ça peut vraiment transformer le monde. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Varin, de nous rappeler que nous avons notre rôle à jouer au plan financier pour faire advenir un monde plus aimable. Il ne nous reste donc plus qu'à nous y mettre. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt.